Bonjour. Je pense qu'on a besoin, notamment après la période qu'on vient de vivre autour du mouvement des retraites, de redéfinir ou de réinventer peut-être, je ne sais pas, les relations entre le mouvement social, les organisations syndicales et les partis politiques. Je pense que c'est important parce que depuis la charte d'Amiens, alors pour les très très jeunes, et pas que la charte d'Amiens qui a été votée dans un congrès de la CGT au début du siècle dernier, donc ça fait plus de 100 ans maintenant, le syndicat avait décidé de veiller à son indépendance vis-à-vis des partis politiques. Je pense que c'est une bonne chose et une chose toujours d'actualité. Mais indépendance, ça ne veut pas dire ne pas se parler, ne pas réfléchir à agir ensemble. Et donc à partir de là, il me semble qu'il y a à rediscuter sur comment il y a complémentarité justement entre ce mouvement social et l'action des partis politiques, qui est une action indispensable pour le mouvement social et pour les organisations syndicales. L'expérience du récent mouvement contre la réforme des retraites du gouvernement Borne et du président de la République Macron a montré qu'on pouvait travailler ensemble, même s'il y a eu des couacs, notamment lors du débat à l'Assemblée nationale, avec une position unanime des syndicats sur un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément bien comprises, ou en tout cas pas acceptées par les partis de gauche, notamment un. Moi, je pense que c'est un sujet qui mérite réflexion. Alors, nous revendiquons, en tout cas, moi je parle à partir de mon expérience à la CGT, le fait de bien connaître le monde du travail, même si on peut encore progresser, bien connaître le monde du travail, bien connaître les problématiques du monde du travail autour d'enjeux sociaux. On a évoqué la retraite, il y a les salaires, mais ça va bien au-delà de ça. C'est les questions de l'avenir de l'industrie, c'est un vrai sujet. Les problématiques de logement, parce que c'est pas parce que le logement, c'est pas directement lié au travail. En tout cas, pour être bien dans son travail, eh bien, il faut aussi être bien logé, pas trop loin de sa boîte, enfin pas trop loin de l'endroit où on travaille. Donc voilà des questions sur lesquelles on a une certaine maîtrise. Et donc, je pense qu'il est important que les politiques, en tout cas les partis politiques, sachent écouter lorsque les organisations syndicales émettent des revendications, émettent des propositions. Et puis, à partir de là, c'est quel relais politique on a pour construire des lois, des réformes, mais en s'appuyant bien sur l'expérience de syndicalistes dans les entreprises, sur l'expérience du monde du travail. Voilà. Ça, il y a besoin de réfléchir comment on agit de façon efficace là-dessus, sans s'engueuler, sans essayer de tirer la couverture à soi, ni les uns ni les autres, mais vraiment à travailler ensemble. C'est un sujet qui, en tout cas, moi, m'a interpellé durant cette phase de la réforme des retraites et qui est plus que jamais d'actualité. Ensuite, il me semble qu'il y a à créer des espaces de dialogue, mais pas uniquement entre dirigeants syndicaux et dirigeants politiques, mais en associant les citoyens qui, pour la plupart, sont des travailleurs. Je n'oublie pas évidemment les chômeurs ou les retraités, mais qui, pour la plupart, sont des travailleurs. Donc des espaces de dialogue, de débat, pour comprendre les problématiques et pour trouver ensemble des solutions. La deuxième chose, c'est comment, parce que c'est évidemment une question essentielle aujourd'hui, l'avenir de la planète, les questions environnementales, comment on n'a pas deux mondes parallèles, ceux qui s'occupent du travail et ceux qui s'occupent de l'environnement, mais bien qu'à chaque fois, on soit en capacité de conjuguer les deux dans les revendications qu'on formule. Et à partir de là, moi, il me semble qu'il y a besoin de travailler des grands projets nationaux. Alors, moi, j'ai quelques idées, des grands projets nationaux qu'on peut décliner en territoire avec les citoyens, avec les travailleurs et les travailleuses, pour que des grandes idées que peuvent avoir les syndicats, parce que c'est pas réservé, la défiance n'est pas forcément réservée aux partis politiques. On a aussi des problématiques en tant qu'organisation syndicale et mouvement social de rapport aux citoyens. Parfois, on peut paraître éloigné des vraies préoccupations. Donc, trouver des projets, des grands projets, et les décliner en territoire avec les citoyens pour que eh bien, les gens ne disent pas
ils ont des belles idées, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Mais que ces grandes idées, ils disent, bah oui, ça, à mon niveau, ça va changer ma vie. Alors, on a eu des expériences, je pense à l'industrie par exemple, où autour de la défense d'une industrie, je suis très attaché à une entreprise qui s'appelle La Chapelle d'Arblay, qui est une très vieille industrie, puisque c'est une industrie qui fabrique du papier, donc c'est très très vieux. Une entreprise qui est menacée de fermeture par une grande multinationale. Donc fermeture, c'est des gens au chômage, au nom de la rentabilité, classique dans les multinationales. Une multinationale qui veut fermer cette entreprise qui recycle du vieux papier, donc quelque chose qui est dans l'air du temps, pour aller continuer la déforestation de l'Amazonie avec de la pâte à papier. Voilà. Un projet comme ça, c'est une agglomération, des emplois dans l'entreprise, mais des emplois autour, puisqu'il y a des sous-traitants, etc. Et se dire, bah voilà, une entreprise comme ça, comment on la modernise, comment on forme des salariés pour être en phase avec les besoins d'aujourd'hui, comment on transforme, y compris, pourquoi pas, ceux qu'ils fabriquent, puisqu'ils fabriquaient du papier, à partir de papier recyclé, ils fabriquaient du papier journal. Et on sait bien que la presse a des soucis, la lecture de la presse pose problème, mais en développant, en investissant, bien, continuer à faire du papier journal, mais faire du papier d'emballage pour remplacer le plastique, faire du papier, du carton, du papier d'isolation pour la rénovation des logements, qui est aussi un sujet d'actualité. Et donc on travaille autour d'un projet qui allie le social, l'emploi, l'industrie, les relocalisations, et dans le même temps, qui prend soin de la planète, puisque au lieu de brûler du papier, au lieu de l'enfouir, les déchets, on les réutilise. Et là, on a besoin de l'expérience des salariés, des syndicats, dans leur entreprise, qui se conjuguent avec une action politique sur une bataille sur la réindustrialisation, sur le besoin de faire évoluer l'industrie. Et moi, je me bats contre cette idée qu'il y aurait une nouvelle industrie qui remplacerait une ancienne industrie qui pue, qui pollue. Et c'est pour ça que je cite le papier, parce que le papier, c'est Gutenberg, l'imprimerie, etc. Donc ça date. Donc on voit bien qu'il y a des vieilles industries qui ont de l'avenir, à condition d'y mettre les moyens, et on conjugue bien et le social et l'environnemental. Donc je dis des grands projets. Ça concerne évidemment, ça peut paraître loin du mouvement social, mais il y a les problématiques de l'eau, par exemple. 30 à 40% de l'eau potable fuit parce qu'on a un réseau de distribution de l'eau qui est obsolète. Eh bien, comment, au niveau politique, on dit il faut tant de milliards, je ne sais pas combien, voilà, un projet national, et on décline ça dans les territoires avec les citoyens. L'eau, c'est évidemment vital, parce qu'il y a des gens aujourd'hui à qui on coupe l'eau parce qu'il n'y a plus d'eau potable. Et quand on sait la déperdition de l'eau, ça pose un problème. Mais c'est aussi de l'industrie. Parce que quand on change le réseau de flotte, il faut construire des tuyaux. Et on peut construire un réseau d'entreprises au plus près des populations, au plus près des lieux d'installation qui fabriquent des tuyaux. C'est aussi du bâtiment, du BTP. Il faut faire des tranchées, il faut reboucher les trous, etc., etc. Et c'est concret pour les citoyens, parce qu'ils se disent, voilà une belle idée nationale qui va changer ma vie. Il y a le logement. Il y a des syndicalistes, des salariés, des militants qui se battent dans les entreprises pour que les grandes entreprises, notamment, reconstruisent du logement social. On parle beaucoup du 1% patronal. C'était une part des finances d'une entreprise qui était dédiée au logement social. Alors le 1%, c'est plus du tout ça, c'est moins. Maintenant, ça doit être 0,40% qui est dédié au logement social. Or, il faut une bataille, et syndicale et politique, par exemple avec les maires, pour qu'on fasse pression sur les grandes entreprises pour qu'elles remettent beaucoup d'argent sur la construction de logements sociaux. Pourquoi c'est important ? Moi, je vois dans beaucoup d'entreprises des salariés, si on prend la façade atlantique, et même on peut remonter dans la Manche, les gens ne peuvent plus habiter près de leur lieu de travail parce qu'il y a toute une partie du littoral qui est dédiée à des gens qui viennent en vacances
bien souvent avec beaucoup de moyens. Et puis ceux qui travaillent sur place, eh bien, ils sont obligés d'aller habiter très loin de leur entreprise. Quand on habite très loin de son entreprise, il y a des problèmes de mobilité. Comment on va au boulot? Il faut se lever tôt. Mais c'est valable dans les grandes agglomérations. Je discutais avec des salariés de la RATP. Eux, personne ne les emmène au boulot. C'est eux qui emmènent les gens au boulot. Et plus ils habitent loin de leur lieu de travail, plus c'est des déplacements, et donc ça pèse sur leur vie quotidienne, ça pèse sur leur travail, parce qu'ils sont crevés, et puis en général ils se barrent. Donc comment on fait en sorte de se dire, et c'est d'actualité, tout le monde parle de logement en ce moment là aussi, on fait en sorte que des grandes entreprises qui donnent des milliards à leurs actionnaires prennent un peu de ces milliards aux actionnaires pour dire on va construire avec des collectivités territoriales sous l'égide de l'État du logement social à la hauteur des besoins, notamment des plus jeunes. Troisième exemple, c'est la mobilité. La mobilité, c'est le transport. On fait beaucoup sur les voitures. C'est un sujet qui nécessite réflexion, surtout pour un mec qui a travaillé chez Renault pendant près de 41 ans, plus de 41 ans même. Ceci dit, on ne peut pas limiter le problématique de l'environnement et de la pollution au seul usage de la voiture, même si c'est un problème. Comment on fait en sorte que les gens, en général, puissent aller au boulot par des transports en commun? Ça veut dire de l'argent au niveau national pour améliorer le réseau ferré, pour améliorer les transports collectifs, que ce soit le métro pour les agglos, le tramway, et de façon à ce que, on améliore le quotidien. Et ça fait partie du travail. Le déplacement de son lieu de domicile jusqu'au travail, ça fait partie du travail. Ce n'est pas en dehors de l'entreprise. Ça génère beaucoup de démissions aussi, l'éloignement et le temps qu'on passe en transport pour aller au boulot. On porte ensemble un projet national. Là aussi, c'est des milliards, effectivement, mais qui permettent une amélioration des conditions de vie des salariés pour aller au boulot, mais plus largement des populations. Or, il y a des départements, et on le sait bien, j'en connais un particulièrement qui me tient à cœur, l'Ardèche, où il n'y a plus un seul train de voyageurs dans ce département. Ça veut dire une multiplication des déplacements en voiture, une multiplication des déplacements en car, parce que maintenant, le TER, train express régional, c'est des autobus. Et là, on travaille avec les populations, avec les salariés, pour améliorer les problèmes de mobilité. Donc moi, je pense que c'est bien autour de ces questions qui sont forcément liées au travail, qui doivent être le trait d'union entre le syndicat, le mouvement social dont on parle, et le politique. Et puis, un autre sujet, et j'ai eu l'occasion de parler avec quelques politiques, ils sont un peu perdus quand on parle de ça, c'est l'organisation du travail en tant que tel. Quand on parle de flux tendus, de stock zéro, ce qui est le cas dans de nombreuses industries, ça a des conséquences graves sur les citoyens. Par exemple, moi qui connais bien l'automobile, comme tout se fait en camion maintenant, le fret ferroviaire est en voie de disparition, malheureusement, par manque d'investissement. Tout ce qu'on mettait dans les trains avant, on les met sur des camions. Et ça a des conséquences sur la vie des travailleurs et des travailleuses. Il y a des intempéries, de la neige, un éboulement comme il y a eu en Savoie dernièrement. C'est des camions qui sont bloqués et donc des salariés qui ne peuvent plus travailler. Donc chômage technique, ou au mieux ou au moins mal, si je puis dire. Eh bien, on leur dit, vous retournez chez vous, on est jeudi, vous retournez chez vous parce qu'il n'y a plus de pièces pour travailler, puis vous reviendrez samedi, ou vous reviendrez dimanche, évidemment pas payé en heures sup, avec les conséquences sur la fatigue, sur la vie familiale. Donc il faut aussi s'occuper de l'organisation du travail. Ça, qui mieux, à mon avis, que les organisations syndicales, pour évoquer ce genre de questions, et avoir une qualité d'écoute suffisante de la part des politiques pour essayer de comprendre ces mécanismes d'organisation du travail et trouver des solutions. Et donc, par exemple, le fret, c'est aujourd'hui indispensable.
et ça a des conséquences concrètes sur la vie des citoyens à partir de cet exemple que je viens de donner. Mais c'est aussi important pour la planète. Parce qu'évidemment, quand vous avez une séance de travail qui n'est pas possible en semaine et que vous êtes obligé de revenir travailler le samedi, voire le dimanche, hormis les conséquences néfastes sur la vie au quotidien, il y a moins de transports en commun le week-end. Et donc, qu'est-ce que font les gens pour aller au boulot? Ils prennent tous leur bagnole. Donc, je pense que, voilà, c'est comment on fait, pour résumer un peu mon propos, c'est comment on fait en sorte de s'appuyer sur la connaissance du monde du travail, des organisations syndicales, pour avoir un relais politique et améliorer le bien-être des gens. Parce que ce qui compte, au fond, c'est, que ce soit pour les syndicats ou pour les partis politiques, à mon avis, c'est que les citoyens et les citoyennes, ils se sentent écoutés et compris dans leurs problématiques au quotidien. Et trop souvent, il me semble, c'est pas il me semble d'ailleurs, j'en suis certain, que les gens regardent des grandes idées avec les yeux ébahis, mais ils se disent, bon, c'est bien, ces gens-là, ils parlent de choses très belles, mais moi, ma vie, elle ne va pas changer avec les choses qu'ils me disent. Donc je pense que c'est un sujet urgent à mettre en œuvre, et ça nécessite une qualité d'écoute, et là je suis un peu taquin, mais je le dis comme je le pense, une qualité d'écoute bien supérieure de la part des politiques vis-à-vis du mouvement social et de la parole des syndicalistes, et pas forcément des grands chefs des syndicats, hein, des syndicalistes dans l'entreprise, dans les services, sur ces aspects du quotidien. Voilà, moi, ce qui me semble important pour la période, en tout cas, c'est l'expérience que je tire du dernier mouvement social, mais c'est des idées que j'avais déjà avant, et je pense que c'est un vrai sujet à traiter rapidement dans la période qui vient. Et je le répète, les organisations syndicales font de la politique. On nous a souvent reproché de faire trop de politique. Il faut faire de la politique, mais dans le sens noble du terme. Parce qu'à partir du moment où on s'occupe de la vie des citoyens, on fait de la politique. À partir du moment où on conteste un projet de loi, et on le voit sur le mouvement des retraites, d'un gouvernement, on fait de la politique. Mais faire de la politique, c'est s'occuper de la vie des travailleurs, des travailleuses, des citoyens en général, des jeunes, en prenant en compte ces aspects sociaux et ces aspects environnementaux. Et donc, il faut que ces relations, elles soient d'abord fondées sur une qualité d'écoute supérieure, et sans essayer, pour être un peu trivial, de tirer la couverture à soi. Ce n'est pas des organisations syndicales à la remorque, ou, pour reprendre là aussi un vieux terme, mais compte tenu de mon âge, j'emploie parfois des expressions un peu vieillotte, mais d'être la courroie de transmission de qui que ce soit. On a des spécificités qu'il faut respecter. Et par contre, il y a un travail en commun à faire de ce point de vue-là. Voilà moi, ce qui me préoccupe, et l'expérience que je tire de ces quelques années où je me suis un peu occupé de la CGT. Et il me semble que c'est un sujet qui doit être développé. Ça ne remet pas en cause le fait que, on en croit souvent, que des politiques soient présents dans le mouvement social. Évidemment, on a besoin de leur soutien. Et quand des partis de gauche appellent à soutenir les mobilisations contre une réforme, évidemment que c'est important. Évidemment que c'est essentiel. Ça ne remet pas en cause le fait que, peut-être devrait-il le faire plus souvent, que des politiques aillent à la porte des entreprises, discuter avec les salariés, soient plus exigeants pour rentrer dans les entreprises. Parce que pour parler du travail, il vaut mieux aller discuter avec ceux qui travaillent. On ne peut pas avoir une idée du travail qu'en lisant des livres. Vous savez, toutes les conversations, en général, quel que soit l'âge de ceux qui mènent ces conversations, une des phrases qu'on revoit, qu'on entend le plus souvent quand il y a des échanges, « ça va ton boulot ?» Donc on voit bien la place centrale du travail et tout ce qui tourne autour du travail. Donc je pense que
là aussi, les politiques devraient être beaucoup plus présents sur les lieux de travail, à la rencontre des travailleurs et des travailleuses. Ça n'empêche pas qu'ils fassent autre chose, parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire, mais d'être ancrés dans les réalités du travail, parce que le travail, c'est essentiel. Et permettre de faire passer des messages, d'écouter d'abord, et aussi de faire passer des messages. Les gens, en général, enfin ceux qui ont du boulot, hein, parce que je n'oublie pas les chômeurs, hein, parce qu'eux, ils rêvent d'avoir du travail. Mais les gens aiment bien parler de leur boulot. Même les boulots les plus dégueulasses, et il y en a beaucoup, les boulots difficiles, les gens aiment bien en parler, ils aiment bien faire leur travail. Et on les empêche trop souvent, par des méthodes de management très verticales, de bien faire leur travail. J'ai croisé plein de gens, et j'en ai encore croisé dans la dernière période, qui nous disent moi, j'aimerais bien faire mon boulot correctement, mais j'ai un ordre, une note de service qui tombe, on me dit il faut faire comme ça, et on n'a pas le droit de discuter. Même si on sait, là aussi je vais parler un peu trivialement, même si on nous oblige à faire de la merde, bah, on est obligé de le... Et donc, je n'aime pas donner des conseils, mais si j'ai un avis à donner, je pense que les politiques devraient beaucoup plus s'intéresser concrètement au travail, à la vie des travailleurs et des travailleuses, et ça permettrait d'ailleurs peut-être des échanges plus productifs entre syndicalistes et politiques, parce qu'on aurait un langage plus commun sur les réalités des uns et des autres. Et je le répète, je ne conteste pas le fait que, à quelque niveau que ce soit, au niveau des élus, mais même au niveau de dirigeants de partis, il y ait des rencontres avec des travailleurs et des travailleuses. Mais s'imprégner, s'immerger dans le quotidien, c'est toujours très riche. Et pour conclure, évidemment, tout en respectant la connaissance, ou en tout cas l'expérience, et on n'est pas obligé d'avoir 70 ans pour avoir de l'expérience, hein, mais l'expérience de ceux qui côtoient les travailleurs et les travailleuses au quotidien, quand on parle salaire, quand on parle négociation salariale, quand on parle vie au travail, hygiène, sécurité, conditions de travail, eh bien, je pense que les syndicalistes qui sont au quotidien à côté de leurs collègues sont les mieux placés pour parler de ça. Voilà le message, en tout cas l'avis que je pouvais donner sur un sujet qui me préoccupe. Effectivement, ça peut pas... on critique la verticalité des décisions, que ce soit d'un président de la République, qui est très, très vertical, c'est « j'ai décidé, appliqué ». Mais dans les entreprises, c'est pareil, hein, c'est le patron, ou en tout cas le board, qui dit « j'ai décidé, maintenant vous appliquez ». Donc on ne peut pas faire la même chose si on combat cette verticalité. Il se trouve que, bon, même si les organisations syndicales ont beaucoup plus de militants et de syndiqués que d'adhérents que n'ont les partis politiques, il y a des réseaux à créer sur le terrain, quoi. Il y a des militants syndicaux, des syndiqués de la CGT, pour ce que je connais un peu, qui sont adhérents à des partis politiques. Donc ça peut se faire au quotidien. Il suffit d'avoir justement ces passerelles, construire ces passerelles. Et ça ne peut pas être uniquement le secrétaire général de la CGT qui discute avec le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts ou du secrétaire national du Parti communiste ou je ne sais qui. Mais il faut aider à ce que ces passerelles elles se construisent. Donc casser cette verticalité que nous combattons, je pense, les uns et les autres, en gros, entre le grand chef qui pense et puis les gueux, ou tu les appelles comme tu veux, qui exécutent. Et il y a des expériences à faire. Il y a des relais d'élus de terrain, par exemple. Il y a des syndicalistes qui sont conseillers municipaux dans des villages, même des fois sans étiquette. Comment on organise ça au niveau, au niveau local? Et c'est pour ça que je disais travailler des grandes idées, enfin des grandes idées. Alors soyons humbles, des projets. J'ai évoqué la flotte, j'ai évoqué la mobilité, le logement. Un discours national avec le souci de le décliner dans les territoires.
Et il m'est arrivé, moi, de faire des assemblées dans des villes moyennes où on réunit 200 personnes autour de la question du logement, la question de l'industrie. On est capable de faire. Ça s'organise, mais avec l'idée que les gens se parlent. Et c'est ce qui manque dans notre société. Moi, je suis convaincu que les gens ont besoin de collectifs. L'idée qui a pu être développée il y a quelques années, qu'on serait trop individualiste, que les jeunes, on critique souvent les jeunes, ils ont envie de s'engager, mais sur une cause dont ils sentent qu'elle est importante. On ne leur vend pas du vent. Et donc, et ça, c'est le boulot, ça peut être la concrétisation de ce lien entre les politiques et le mouvement social, de construire des passerelles au plus près des réalités des citoyens pour qu'ils se parlent et qu'ensemble, ils construisent des choses. Pas toujours en réaction. C'est vrai qu'on arrive plus à mobiliser contre un projet que pour quelque chose. Il faut essayer de rééquilibrer ça. Il faut toujours contester. Les mauvaises choses, il faut toujours les contester. Mais avec toujours l'idée, on ne veut pas de ça, alors qu'est-ce qu'on veut? Il faut faire rêver les gens, mais pas uniquement dans l'utopie, même s'il faut être utopiste. Et ça peut se faire en créant des passerelles au plus près. Il y a et je pense que les élus locaux, par exemple, qui sont les militants de base, un conseiller municipal, etc., peuvent, les gens qui habitent dans une cité, on peut les réunir. Il y a parfois un adhérent d'Europe Écologie Les Verts qui habite sur le même palier qu'un militant ou un syndicaliste de la CGT. Ils doivent pouvoir se parler et à nous de créer ces passerelles-là.